Parce qu'il y a le direct mail, certainement, ou à vous, ou à les amis, ou à ceux qui ont des grands frères ici, qui ont déjà une situation décente. Je crois qu'il est arrivé plusieurs fois de trouver dans votre boîte postale des mails de Save the Children, des lettres de je ne sais pas quelle autre organisation qui demande un soutien matériel. Ça regarde le direct mail. Après, il y a le corporate qui est assez intéressant pour ceux qui étudient économie. Le corporate consiste à récolter des fonds, mais non plus avec les privés, mais avec des sociétés. C'est-à-dire qu'il faut avoir une belle présence, soit physique, intellectuelle, pour aller affronter n'importe quel directeur de n'importe quelle société pour lui dire écoute, on a besoin de fonds pour faire ci, pour faire ça. Mais le tout doit reposer sur un projet musclé. Parce que pendant que vous pointez là, certainement, avant vous, à la même porte, une centaine, un millier de personnes a fait pratiquement le même parcours. Et puis après ça, il y a d'autres méthodes qui regardent la partnership. Et moi, initialement, je me suis spécialisé sur le face-to-face. Mais arrivé au sommet, je réalisais que le face-to-face, c'est vrai que c'est l'instant du moment, ce n'est pas sûr que ça va durer. Et si ça ne dure pas, il faut certainement étudier d'autres méthodes pour pouvoir lutter par la suite. C'est pour ça que je me suis mis ensuite à étudier soit les corporates, pour ne pas parler d'un autre processus, qui celui-là est plus intéressant. Peut-être même un peu plus facile. Le chaos related marketing, c'est-à-dire entrer dans une société, l'étudier parfaitement et aller pointer sur son angle social, parce que toutes les sociétés, de par la loi, sont obligées d'investir quand même dans le social. Donc il faut rentrer dans le système et trouver le moyen de la faire dépenser cet argent, parce que cet argent existe, cet argent ils l'ont, et cet argent ils doivent le dépenser. Donc il revient à qui s'occupe de cette branche-là, de la dire comment. On dit d'investir à la CAMSUR. Par exemple. À condition que la CAMSUR ait des projets bien plus intéressants que ce que nous faisions à l'époque, parce que il y a 5-6 ans à la CAMSUR, quand on m'avait suivi un projet, c'était surtout la construction d'un puits ou d'une école. Oui, c'est bien, on a amené de l'eau, oui, on a amené une structure qui permet que les gens puissent aller étudier. Mais pour les gens qui ont les idées claires, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Vous n'avez rien résolu comme problème, rien. Au contraire, vous avez créé un autre problème. Vous avez créé un problème plus profond que la communauté locale mettra peut-être 5-10 ans à gérer. Donc il faut être très, très attentif. Puis en matière de projet, si jamais vous en aurez plus loin, si vous voulez que j'y jette un coup d'œil pour donner mon avis, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens au sommet ou bien tu as encore des échelons à atteindre? Je t'assure que je ne suis même pas à la moitié du parcours. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire comme devenir, au lieu de travailler pour quelqu'un, devenir soi-même responsable de son entreprise. Parce que quand tu as la conscience que de par ton boulot, c'est des millions qui entrent. Mais toi-même, à la maison, tu amènes moins de 50 000 euros. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal. C'est pas très beau. Et puis à la fin, tu ne sais pas où cet argent-là va finir. Alors quand tu es responsable toi-même, ou d'une ONG, d'une coopérative, c'est que c'est. Tu sais exactement ce que tu as en train de faire. Tous les fonds que tu récoltes, tu sais à quoi est-ce que ces fonds-là sont destinés. Alors que quand tu bosses pour quelqu'un, pire encore dans mon cas, moi je fais du profit for non-profit. C'est-à-dire que c'est lui qui m'emploie, lui il est profit. Pour lui c'est du business, il veut se faire du blé. Donc c'est une espèce de pourcentage qui arrive à la fin, à celui qui fait le non-profit. Donc je préfère être moi-même directement non-profit, faire ce que je sais faire. Cet argent-là, le prendre moi-même et le gérer à ma façon. Parce que c'est beau d'entendre que grâce à l'argent que tu récoltes, on va faire ceci en Afrique, on va faire ceci en Asie, on va faire ceci par là. J'ai un pays qui fait partie du tiers-monde, ça veut dire que si je peux faire quelque chose de précis,
Je veux bien avoir la possibilité de descendre sur le terrain, voir ce qui est en train de changer. Sinon, il me semble qu'on est en train de me vendre une espèce de rêve. Et puis ici, il faut réaliser que ça fait quand même 50 ans que beaucoup de pays du tiers-monde existent. Ça fait 50 ans qu'on parle des mêmes problèmes tous les jours. C'est vrai qu'il y a eu une explosion démographique, mais à la fin, quand même, une légère différence. On doit pouvoir la noter dans le décor, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est vrai que quelque chose change, mais pas au rythme de l'argent que nous récoltons. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui disent qu'en économie, il n'y a pas assez de débouchés, il n'y a pas de travail, ils se découragent? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est comme dans toutes les facultés, sauf peut-être la médecine. Parce que même en ingénierie, c'est pas que quand on sort de là, on est sûr d'où on va. L'auto repose sur un dessin. Tu peux avoir un doctorat en économie, machin, mais si tu n'as pas inscrit ça dans un parcours, si tu n'as pas inscrit ça dans un dessin précis, à la fin c'est de la carte jetée. C'est pour ça que dans d'autres pays, on voit beaucoup de nos grands faire veste et cravate qui déambulent, ils montent, ils descendent, mais dans leur poche, il n'y a rien. C'est pas que je veux parler du matériel, mais vraiment en parlant d'un projet de vie, ils n'en ont pas. Le projet de vie n'existe pas. Peut-être parce qu'en nous éduquant depuis tout petit, on nous a trompé que c'est l'État qui allait nous garantir le travail et tout le reste, ce qui a complètement aplati l'initiative privée. Mais celui qui étudie l'économie doit donc se mettre dans la tête qu'il ne va pas étudier l'économie pour prendre des diplômes, il va étudier l'économie pour résoudre des problèmes. Peut-être qu'il va commencer à le faire dans une entreprise ici, mais s'il a en mémoire que dans ses études, il peut trouver des solutions à des problèmes qui existent dans son pays ou dans une autre réalité, ça veut dire qu'il inscrit son parcours dans ça. L'économie, à mon avis, c'est le secteur qui te donne beaucoup plus de débouchés. Mais si toi-même, tu n'as pas un dessin dans la tête, ça ne sert à rien. Tu n'arrives nulle part. Je sais que beaucoup d'entre nous, quand ils arrivent ici, la faculté, ils l'ont choisi au Cameroun. Quand ils se retrouvent ici sur place, c'est la panique générale. On a vu des gars qui sont arrivés avant nous, qui restent 4 ans, 5 ans en faculté d'économie, puis se rendent compte que ce n'est pas son affaire. Il se déplace, il va dans une autre faculté, mais 5 ans quand même, pour changer de faculté, c'est trop. Donc en faisant l'économie, il faut avoir les idées claires sur ce qu'on veut faire de cette économie-là. Il faut savoir. Moi j'ai fait économie internationale et je suis très content d'avoir suivi ce cours-là. Je suis très content parce que après, ça te donne des idées claires sur quelle est la situation du Cameroun, pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut pas décoller. Le Cameroun ne peut pas décoller parce que la télévision américaine ou européenne, de toutes les manières, nous a donné l'impression que tout ça là c'est au-dessus. Zéro. On n'a pas réalisé que le pauvre paysan qui vit à Banjoum, je ne sais pas trop où, on ne lui a pas enseigné que, par exemple, s'il doit cultiver en montagne, s'il met ses sillons de manière verticale, quand il va pleuvoir, l'eau va tout entraîner. Ça veut dire que la production sera zéro. Mais s'il met ça de manière horizontale, tout ce qui tombe comme pluie va rester là. Et avec les herbes que nous savons mettre sous nos billons, je crois qu'après, ça fertilise tout et ça l'aide de manière très très arable. C'est la base. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au lieu de récolter 20 kilos à la fin de la saison, il va se retrouver quand même avec 40, 60 kilos. On n'a pas enseigné aux paysans que pour qu'ils puissent évoluer, il faut qu'ils commencent par l'aliment de base. Nous, au Cameroun, on nous a trompés à une époque avec le concept de la suffisance alimentaire. Si, quand tu entendais autosuffisance alimentaire, tu disais, wow, le Cameroun produit assez pour nourrir tout le monde. Pourtant, à côté de toi, il y a ton voisin qui meurt de faim. Pourquoi est-ce qu'il meurt de faim? C'est parce que cette autosuffisance alimentaire ne l'a pas touché. Ça ne veut rien dire autosuffisance alimentaire. Surtout s'il y a une région qui produit plus et une autre qui produit presque rien, mais les gens de cette région-là n'ont pas les moyens matériels d'aller acheter ce qu'on produit de l'autre côté. Quand je vois certains de nos parents qui prennent des marchandises, qui ont vendu au Gabon, parce qu'au Gabon ça coûte, ça rapporte. Ça n'a pas de sens. Les Chinois sont forts aujourd'hui, pourquoi? Ils sont forts parce que d'abord, ils travaillent dans le marché intérieur.
On parle d'un marché intérieur qui compte 1 milliard d'individus.